La personne la plus dangereuse dans n'importe quelle pièce n'est pas celle qui fait des exigences. C'est celle qui hoche la tête respectueusement tout en orchestrant secrètement chaque mouvement. Elle sourit, elle est d'accord, elle paraît inoffensive, tout en contrôlant tout ce que vous pensez et faites. On vous a enseigné que le pouvoir signifie être bruyant, agressif et évident. On vous a menti. Machiavel a découvert que paraître impuissant est le chemin le plus rapide vers le pouvoir. Et cette stratégie a été utilisée par les dirigeants les plus prospères de l'histoire pour contrôler les résultats, pendant que d'autres se battent pour la reconnaissance. En ce moment même, quelqu'un utilise cette technique sur vous. Il est sur votre lieu de travail, dans votre cercle social, peut-être même dans votre famille. Pendant que vous vous concentrez sur les menaces évidentes, il tire silencieusement sur toutes les ficelles qui comptent. Et après avoir vu ceci, vous ne regarderez plus jamais la conformité de la même façon. L'illusion de l'impuissance. Machiavel a vécu dans l'Italie de la Renaissance, où les démonstrations ouvertes de pouvoir invitaient à l'assassinat, à l'exil ou pire. Les princes qui ont survécu n'étaient pas nécessairement les plus forts ou les plus agressifs. Ils étaient ceux qui comprenaient comment paraître vulnérables tout en restant invulnérables. Puisque l'amour et la crainte peuvent difficilement exister ensemble, observait-il. Si nous devons choisir entre eux, il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé. Mais encore plus efficace qu'inspirer la crainte est d'inspirer un faux sentiment de sécurité chez ceux qui pourraient autrement vous craindre. La stratégie d'obéissance publique et de règne privé exploite un défaut fondamental dans la façon dont les humains perçoivent les menaces et les opportunités. Nous nous concentrons sur les démonstrations évidentes de pouvoir tout en ignorant les accumulations subtiles d'influence. Nous nous inquiétons de la personne qui fait des demandes tout en faisant confiance à la personne qui semble servir nos intérêts. Nous nous protégeons contre la confrontation directe tout en restant vulnérables à la manipulation indirecte. Considérez comment cette dynamique se déroule dans les contextes organisationnels. L'employé qui défie ouvertement l'autorité attire l'attention et la résistance. Il devient une menace connue que les autres se préparent à contrer. Mais l'employé qui soutient publiquement les décisions de direction tout en construisant privément des relations et en rassemblant des informations, ne fait face à aucune telle résistance. Il paraît inoffensif tout en accumulant les ressources mêmes qui le rendent dangereux. Ce n'est pas de la tromperie au sens grossier, c'est du positionnement stratégique. La personne publiquement obéissante soutient souvent effectivement de nombreuses décisions de direction, rendant sa conformité authentique plutôt que jouée. Mais elle soutient sélectivement, construisant une crédibilité qu'elle peut ensuite exploiter quand cela compte le plus. Elle désapprouve privément avant d'approuver publiquement, s'assurant que sa conformité éventuelle paraisse réfléchie plutôt qu'automatique. Le principe psychologique derrière cette approche va plus profond que la simple ruse. Les humains abaissent naturellement leur garde autour de ceux qui semblent ne présenter aucune menace. Nous partageons l'information plus librement avec les personnes qui semblent subordonnées. Nous les incluons dans des conversations que nous n'aurions jamais avec des rivaux évidents. Nous les rendons témoins de nos faiblesses parce que nous ne les voyons pas comme des exploiteurs potentiels de ces faiblesses. Machiavel comprenait que l'asymétrie d'information, en savoir plus sur les autres qu'ils n'en savent sur vous, constitue la fondation du pouvoir durable. La personne qui paraît impuissante reçoit des informations que les personnes puissantes gardent soigneusement. Elle apprend sur les plans avant qu'ils ne soient mis en œuvre, les préoccupations avant qu'elles ne deviennent des crises,
et les opportunités avant que les concurrents ne les reconnaissent. Cela crée un paradoxe que Machiavel aurait apprécié. Plus vous paraissez impuissant, plus vous pouvez devenir puissant. Plus vous semblez suivre, plus vous pouvez diriger efficacement. Plus les autres font confiance à votre innocuité, plus vous pouvez nuire à leurs intérêts tout en semblant les servir. L'architecture de l'influence cachée. L'obéissance stratégique n'est pas une acceptation passive, c'est un positionnement actif déguisé en conformité. Le maître de cette approche ne suit pas simplement les ordres, il façonne comment les ordres sont écrits en premier lieu. Il ne résiste pas à l'autorité, il devient indispensable à l'autorité tout en maintenant l'option de retirer cette indispensabilité aux moments cruciaux. Machiavel reconnaissait que le pouvoir durable nécessite la légitimité, mais la légitimité ne nécessite pas toujours la visibilité. La promesse donnée était une nécessité du passé. La parole brisée est une nécessité du présent, écrivait-il. Comprenant que les circonstances changent et que les positions rigides deviennent des responsabilités. La personne publiquement obéissante maintient une flexibilité maximale parce que sa réputation de conformité rend sa résistance occasionnelle plus surprenante et donc plus efficace. Cette approche fonctionne à travers plusieurs mécanismes interconnectés qui amplifient l'efficacité les uns des autres. Premièrement, l'obéissance apparente construit un capital de confiance qui peut être dépensé au moment stratégique. Quand quelqu'un avec un historique de conformité objecte enfin ou suggère des alternatives, les autres écoutent plus attentivement qu'ils ne le feraient avec des résistants habituels. Leurs objections portent du poids précisément parce qu'elles sont rares. Deuxièmement, la conformité publique crée un accès privé. La personne qui semble soutenir le système se fait inviter à l'intérieur du système. Elle s'assoit dans les réunions où les vraies décisions sont prises. Elle reçoit un avis préalable des changements. On lui confie des informations sensibles parce que son historique suggère qu'elle ne les utilisera pas contre les intérêts du système. Troisièmement, cette position permet la collecte stratégique de renseignements. L'initié conforme apprend non seulement quelles décisions sont prises, mais pourquoi elles sont prises, qui les pousse et quelles alternatives ont été considérées. Cette connaissance crée des opportunités d'influence auxquelles les critiques externes n'accèdent jamais. Quatrièmement, et le plus important, la position crée la capacité d'échouer stratégiquement. Quand la personne publiquement obéissante retire enfin son soutien, l'impact est amplifié parce qu'il est inattendu. Les organisations qui dépendent de sa conformité font soudain face à une perturbation de quelqu'un qu'elles n'ont jamais vu comme une menace. C'est pourquoi Machiavel conseillait « N'essayez jamais de gagner par la force ce qui peut être gagné par la tromperie ». Le mot « tromperie » ici ne signifie pas mentir. Cela signifie créer des perceptions erronées avantageuses. La personne publiquement obéissante ne ment pas sur sa conformité. Elle permet simplement aux autres de confondre la conformité tactique avec l'alignement stratégique. Elle laisse les autres supposer que l'accord sur les petites choses implique l'accord sur les grandes. Rappelez-vous que l'intuition centrale de Machiavel était que la perception façonne la réalité dans les affaires humaines. Le prince qui paraît faible invite l'attaque. Le conseiller qui paraît dangereux est exclu des décisions importantes, mais le conseiller qui paraît utile et inoffensif est inclus dans tout, y compris les discussions mêmes où il peut exercer le plus d'influence. La psychologie de la résistance différée. Pourquoi cette approche fonctionne-t-elle si constamment à travers différents contextes
et période de temps? La réponse réside dans des aspects fondamentaux de la psychologie humaine que Machiavel a intuités, mais que la recherche moderne a confirmés. Nous sommes programmés pour catégoriser les gens rapidement, puis résister à mettre à jour ces catégories, même quand les preuves suggèrent que nous devrions. Une fois que quelqu'un établit une réputation de conformité, les autres cessent de l'observer attentivement pour des signes de résistance. Cela crée un angle mort que l'acteur stratégique peut exploiter. La personne qui n'a jamais causé de problème peut causer d'énormes problèmes, précisément parce que personne ne l'attend d'elle. Machiavel observait que les hommes sont si simples et prêts à obéir aux nécessités présentes qu'un qui trompe trouvera toujours ceux qui se permettent d'être trompés. Mais la tromperie la plus efficace ne concerne pas les faits, elle concerne les intentions. La personne publiquement obéissante ment rarement sur ce qu'elle fait. Elle permet simplement aux autres de mal comprendre pourquoi elle le fait. Cette dynamique psychologique explique pourquoi certains des coups de pouvoir les plus efficaces de l'histoire sont venus de sources inattendues. Le conseiller de confiance qui se retourne finalement contre le dirigeant. L'employé loyal qui part soudain pour créer une entreprise concurrente. Le collègue solidaire qui révèle des informations dommageables au moment parfait. Dans chaque cas, l'impact est amplifié par l'élément de surprise. La stratégie exploite aussi ce que les psychologues appellent l'erreur d'attribution fondamentale, notre tendance à attribuer le comportement des autres à leur caractère plutôt qu'à leurs circonstances. Quand quelqu'un se conforme constamment à l'autorité, nous supposons qu'il est naturellement soumis plutôt que stratégiquement positionné. Nous confondons les choix tactiques avec les traits de personnalité. Cette mauvaise attribution crée une forme de camouflage qui protège l'acteur stratégique de l'examen. Sa conformité est interprétée comme une faiblesse ou un manque d'ambition plutôt que comme de la patience et du positionnement. Les autres ne préparent pas de défense contre quelqu'un qu'ils ne voient pas comme une menace. Mais l'avantage psychologique va plus profond que la simple misdirection. La personne publiquement obéissante gagne souvent aussi des avantages émotionnels. Elle évite le stress et le conflit qui viennent avec la résistance constante. Elle préserve son énergie pour les moments où la résistance sera la plus efficace. Elle maintient de meilleures relations parce qu'elle ne se bat pas constamment dans des batailles qu'elle ne peut pas gagner. Machiavel aurait reconnu cela comme une application de son fameux conseil sur le choix du bon moment pour l'action. L'homme sage fait immédiatement ce que le fou fait finalement, écrivait-il. L'acteur stratégique sait que le timing compte plus que l'intensité. Un retrait bien chronométré du soutien peut être plus efficace que des années d'opposition ouverte. Le paradoxe du leader-serviteur. La théorie moderne de gestion a découvert ce que Machiavel savait il y a des siècles. L'apparence de servir les autres peut être le moyen le plus efficace de les contrôler. Le leadership serviteur est devenu un concept populaire, mais peu réalisent qu'ils appliquent des principes machiavéliques quand ils l'embrassent. Le leader serviteur se positionne publiquement comme soutenant le succès de son équipe, plutôt que poursuivant son propre avancement. Il pose des questions au lieu de donner des ordres. Il facilite au lieu de diriger. Il semble suivre la sagesse collective du groupe plutôt que d'imposer sa volonté individuelle. Pourtant, cette approche produit souvent des résultats qui s'alignent remarquablement bien avec les préférences originales du leader. Les questions qu'il pose guident le groupe vers des conclusions que le leader favorisait. Le processus de facilitation canalise la discussion dans des directions prédéterminées.
La démocratie apparente masque une forme subtile de contrôle. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est un leadership sophistiqué qui reconnaît comment le pouvoir fonctionne réellement dans les groupes humains. Les gens résistent à être contrôlés, mais suivent volontairement ceux qui semblent servir leurs intérêts. Ils rejettent les ordres, mais embrassent les suggestions. Ils luttent contre la manipulation évidente, mais restent vulnérables à l'influence subtile. Machiavel comprenait que le pouvoir le plus sûr vient de faire que les autres veulent ce que vous voulez qu'ils veuillent. Le prince qui dépend de la force doit constamment appliquer la force. Le prince qui façonne les désirs peut se détendre pendant que les autres appliquent sa volonté sans réaliser qu'ils le font. L'approche du leader-serviteur accomplit cela en créant un alignement entre les objectifs du leader et les intérêts perçus du groupe. Le leader n'impose pas sa vision. Il aide le groupe à la découvrir. Il n'exige pas la conformité, il crée des conditions où la conformité ressemble à un choix. Cela nécessite une compréhension sophistiquée de la motivation humaine qui va bien au-delà de la simple manipulation. Le leader-serviteur efficace doit comprendre authentiquement ce que ses suiveurs ont besoin et veulent. Il doit être capable d'identifier des scénarios gagnant-gagnant où son succès fait véritablement avancer les intérêts des autres. Mais dans ces contraintes, il exerce une influence remarquable sur les résultats. Il façonne les agendas, il cadre les questions, il programme les décisions, il gère le flux d'informations, il influence quelles options sont considérées et lesquelles sont ignorées. Il semble servir tout en dirigeant réellement. Le paradoxe est que cette approche produit souvent de meilleurs résultats pour tous les impliqués que des formes plus directes de leadership. Le groupe se sent autonomisé et engagé. Le leader atteint ses objectifs sans créer de ressentiment. L'organisation bénéficie à la fois de hautes performances et de haut moral. L'avantage de l'information. Un des aspects les plus puissants de la stratégie « obéir en public, régner en privé » est comment elle crée un accès asymétrique à l'information. La personne qui paraît inoffensive et soumise apprend souvent des choses qui ne seraient jamais partagées avec quelqu'un perçu comme menaçant ou compétitif. Machiavel vivait dans une ère où l'information était rare et précieuse. Le prince qui savait sur les menaces avant qu'elles ne se matérialisent pouvait préparer des défenses. Le conseiller qui comprenait les dynamiques de cour pouvait les naviguer avec succès. Le diplomate qui possédait des renseignements sur les intentions d'autres États pouvait négocier plus efficacement. Dans notre ère riche en informations, la dynamique a changé, mais n'a pas disparu. Le défi maintenant n'est pas d'accéder à l'information, mais de la filtrer, l'interpréter et agir dessus avant les autres. La personne publiquement obéissante jouit souvent d'avantages dans ces trois domaines. Premièrement, elle reçoit des informations que les autres filtrent ou retiennent. Les gens partagent plus librement avec ceux en qui ils ont confiance et la conformité construit la confiance. La personne qui n'a jamais utilisé l'information contre les intérêts des autres obtient l'accès à des informations qui pourraient être utilisées contre les intérêts des autres. Deuxièmement, elle peut interpréter l'information sans le biais qui vient d'être vu comme une menace. Quand quelqu'un avec des ambitions évidentes pose des questions, les autres deviennent prudents et fournissent des réponses soigneusement éditées. Quand quelqu'un sans ambitions apparentes pose les mêmes questions, les autres répondent plus honnêtement et complètement. Troisièmement, elle peut agir sur l'information sans déclencher de réponse défensive.
Si un concurrent connu change soudain de stratégie, les autres préparent des contre-mesures. Si un collègue de confiance fait les mêmes changements, les autres supposent qu'il doit y avoir de bonnes raisons et suivent parfois le mouvement. Cet avantage informationnel se compose avec le temps. La personne qui reçoit constamment de meilleures informations prend de meilleures décisions. De meilleures décisions mènent à de meilleurs résultats. De meilleurs résultats renforcent la réputation de compétence qui fournit l'accès à encore de meilleures informations. La personne publiquement obéissante devient un hub d'information, digne de confiance par de multiples parties qui pourraient ne pas se faire confiance entre elles. Elle entend les plaintes sur le leadership des subordonnés et les préoccupations sur la performance des supérieurs. Elle apprend sur les opportunités de certains collègues et les obstacles d'autres. Elle rassemble des renseignements de toute l'organisation tout en semblant contribuer à aucun des conflits qui génèrent ces renseignements. Machiavel aurait reconnu cela comme une application parfaite de son principe que sur le renard sait beaucoup de choses, mais le hérisson sait une grande chose. La personne publiquement obéissante est le renard, rassemblant des informations diverses de multiples sources, tout en maintenant la flexibilité d'agir sur quelle que soit l'information qui s'avère la plus précieuse. Le timing de la révélation. L'aspect le plus critique de la stratégie, obéir en public, régner en privé, est de savoir quand révéler votre vraie position. Machiavel soulignait que le timing en politique compte plus que presque tout autre facteur. L'homme sage fait immédiatement ce que le fou fait finalement, écrivait-il. Mais il comprenait aussi que faire quelque chose au bon moment est souvent plus important que de le faire rapidement. La personne qui a construit une réputation de conformité doit choisir ses moments de résistance soigneusement. Résister trop tôt, et vous manquez de la crédibilité et du positionnement pour rendre la résistance efficace. Résistez trop tard, et vous ratez l'opportunité d'influencer les résultats. Résistez trop souvent, et vous perdez l'élément de surprise qui rend la résistance puissante. Le timing optimal coïncide habituellement avec des moments de transition organisationnelle ou sociale. Quand le leadership change, quand les stratégies changent, quand les crises émergent, quand les opportunités apparaissent, ce sont les moments où la personne publiquement obéissante peut révéler en sécurité ses vraies priorités sans détruire sa réputation de conformité. Pendant les périodes stables, la stratégie met l'accent sur la construction de crédibilité et la collecte d'informations. Pendant les périodes transitionnelles, elle met l'accent sur le déploiement de cette crédibilité et information pour influencer les résultats. La personne qui maîtrise ce rythme peut maintenir sa position à travers de multiples cycles de changement. Cette approche nécessite une patience extraordinaire et une autodiscipline. La personne publiquement obéissante doit regarder les opportunités passées sans agir, doit endurer des décisions avec lesquelles elle n'est pas d'accord sans objecter, doit permettre aux autres de recevoir le crédit pour ses idées. Elle doit maintenir sa performance de conformité, même quand la conformité entre en conflit avec ses intérêts immédiats. Mais les récompenses justifient le sacrifice. Quand le bon moment arrive, la personne publiquement obéissante peut exercer une influence qui serait impossible par d'autres moyens. Ces objections portent du poids parce qu'elles sont rares. Ces alternatives reçoivent de la considération parce qu'elles ne sont pas vues comme intéressées. Son leadership est accepté parce qu'il n'est pas perçu comme menaçant. L'insight clé est que le pouvoir différé est souvent le pouvoir multiplié. La personne qui pourrait exercer de petites quantités d'influence continuellement, mais choisit d'attendre,
peut souvent exercer de grandes quantités d'influence aux moments cruciaux. Elle échange des victoires petites fréquentes pour des victoires grandes rares. Machiavel comprenait que le pouvoir durable nécessite ce genre de patience stratégique. Le prince qui gagne chaque bataille mais perd la guerre a échoué. Le conseiller qui influence chaque décision mais perd l'accès aux preneurs de décision a échoué. La personne qui exerce un pouvoir évident mais crée des ennemis qui finiront par la détruire a échoué. L'application moderne. Comment cette stratégie séculaire s'applique-t-elle dans les contextes contemporains? Les principes restent constants, mais les applications spécifiques ont évolué avec les structures sociales et organisationnelles changeantes. Dans les environnements corporatifs, la stratégie se manifeste comme construire des relations interfonctionnelles tout en semblant se concentrer uniquement sur les responsabilités assignées. La personne qui aide les autres à réussir sans chercher le crédit, qui partage l'information sans attendre de réciprocité, qui soutient les initiatives sans revendiquer la propriété, devient graduellement indispensable aux opérations à travers l'organisation. Cela crée une forme de pouvoir doux qui peut être plus efficace que l'autorité formelle. Quand les licenciements arrivent, la personne qui s'est rendue utile à de multiples départements devient plus difficile à éliminer. Quand les promotions s'ouvrent, la personne qui a construit des relations à travers l'organisation a plus d'avocats internes. Quand les stratégies changent, la personne qui comprend de multiples perspectives peut aider à combler les différences. Dans les contextes politiques, la stratégie apparaît comme construire des coalitions tout en maintenant l'apparence de neutralité. La personne qui peut travailler avec différentes factions sans être identifiée avec aucune faction particulière devient précieuse pour toutes. Elle peut faciliter des compromis que les partisans engagés ne peuvent pas atteindre. Elle peut communiquer entre des groupes qui refusent de communiquer directement. Ce positionnement nécessite une habileté authentique à trouver un terrain commun et identifier des solutions gagnant-gagnant. La personne qui paraît neutre mais favorise réellement un côté sera éventuellement exposée. La personne qui paraît neutre tout en cherchant authentiquement des solutions qui bénéficient à tous peut maintenir sa position indéfiniment. Dans les contextes sociaux, la stratégie opère à travers ce qu'on pourrait appeler maximisation d'utilité sociale. La personne qui aide constamment les autres à atteindre leurs objectifs sans demander crédit ou réciprocité devient graduellement centrale à son réseau social. Elle devient la personne vers qui les autres se tournent pour conseils, assistance et introduction. Cette centralité sociale crée des opportunités d'influence que les approches plus autopromotionnelles ne peuvent pas égaler. La personne qui est connue pour aider les autres peut demander de l'aide sans paraître égoïste. La personne qui a connecté les autres peut demander des connexions sans sembler opportuniste. La personne qui a partagé des ressources peut s'attendre à ce que les ressources soient partagées avec elle. La dimension éthique. Les critiques pourraient argumenter que cette approche est fondamentalement manipulatrice et donc non éthique. Machiavel anticipait cette objection et l'adressait directement. Puisqu'il est difficile de les joindre ensemble, il est plus sûr d'être craint qu'aimé quand l'un des deux doit manquer. Il ne prônait pas la cruauté, mais reconnaissait que l'efficacité nécessite parfois des méthodes qui paraissent questionnables à ceux qui ne comprennent pas le contexte complet. L'évaluation éthique de la stratégie « obéir en public, régner en privé » dépend largement des fins vers lesquelles elle est employée. Utiliser cette approche pour avancer des intérêts égoïstes aux dépens des autres est effectivement manipulateur. L'utiliser pour atteindre des résultats qui bénéficient à tous les impliqués est du leadership.
La distinction réside dans la relation entre les intérêts apparents et les intérêts réels. La personne qui semble servir les autres, tout en ne servant réellement qu'elle-même, engage dans la tromperie. La personne qui semble servir les autres tout en servant réellement des intérêts partagés, engage dans la diplomatie. Machiavel comprenait que la psychologie humaine crée des situations où les résultats les plus éthiques nécessitent des méthodes qui paraissent non éthiques à ceux qui ne comprennent pas la situation complète. Parfois, la seule façon d'aider les gens est d'éviter de paraître les aider. Parfois, la seule façon de diriger efficacement est d'éviter de paraître dirigé du tout. Cela ne justifie pas n'importe quel comportement en poursuite de n'importe quel objectif. Cela reconnaît simplement que la relation entre moyens et fins est plus complexe que ne le suggèrent les cadres moraux simples. La personne qui refuse d'utiliser des méthodes stratégiques parce qu'elles paraissent manipulatrices peut finir par accomplir moins de bien que la personne qui utilise ces méthodes au service d'objectifs authentiquement bénéfiques. Le test éthique clé est de savoir si la stratégie sert des intérêts plus larges ou seulement personnels. La personne publiquement obéissante qui utilise sa position pour avancer des objectifs partagés tout en avançant ses propres intérêts engage dans l'intérêt personnel éclairé. La personne qui utilise sa position pour avancer des objectifs personnels aux dépens des autres engage dans l'exploitation. L'insight de Machiavel était que cette distinction compte plus que les méthodes spécifiques employées. Le prince qui utilise des méthodes dures pour établir l'ordre sert mieux ses sujets que le prince qui utilise des méthodes douces qui résultent en chaos. Le conseiller qui utilise l'influence indirecte pour avancer de bonnes politiques sert mieux que le conseiller qui utilise des méthodes directes qui résultent en de mauvaises politiques. Les limites de la stratégie. Comme toutes les approches stratégiques, obéir en public, régner en privé, a des limitations que les praticiens doivent comprendre. La stratégie fonctionne mieux dans des environnements structurés où les relations persistent dans le temps et où la réputation compte. Elle est moins efficace dans des environnements chaotiques où les relations sont transitoires et où la réputation fournit peu de protection. L'approche nécessite aussi une compétence authentique pour être durable. La personne qui paraît conforme mais manque des compétences pour livrer des résultats sera éventuellement exposée. La stratégie achète du temps et crée des opportunités, mais elle ne peut pas substituer à l'habileté réelle. De plus, la stratégie devient moins efficace à mesure que la conscience de celle-ci se répand. Une fois que les gens comprennent comment elle fonctionne, ils deviennent plus sceptiques de la conformité apparente et plus alertes aux signes d'agenda caché. La méthode dépend partiellement de ce que les autres ne la reconnaissent pas comme une méthode. La limitation la plus significative est que la stratégie nécessite une autodiscipline extraordinaire. La plupart des gens manquent de la patience pour différer la gratification pour des périodes étendues. Ils veulent la reconnaissance de leur contribution, le crédit pour leurs idées et l'acknowledgement de leurs capacités. La personne publiquement obéissante doit être disposée à sacrifier ses récompenses immédiates pour des avantages à long terme. Cette difficulté psychologique explique pourquoi la stratégie reste efficace malgré être largement connue. Même les personnes qui la comprennent intellectuellement ne peuvent souvent pas l'exécuter émotionnellement. Elles cassent le caractère aux moments cruciaux en demandant le crédit, exprimant la frustration ou révélant leurs vraies priorités prématurément. Machiavel aurait compris cela comme une autre application de son observation que les hommes sont si simples et prêts à obéir aux nécessités présentes. La nécessité présente de se sentir apprécié et reconnu surpasse souvent la nécessité stratégique de maintenir un positionnement avantageux.
Le paradoxe ultime. Le paradoxe le plus profond de la stratégie « obéir en public, régner en privé » de Machiavel est que ses praticiens les plus réussis finissent souvent par incarner authentiquement les qualités qu'ils ont initialement jouées. La personne qui agit humblement devient éventuellement humble. La personne qui sert les autres trouve éventuellement l'épanouissement dans le service. La personne qui semble mettre les autres en premier développe éventuellement une préoccupation authentique pour le bien-être des autres. Cette transformation arrive parce que le comportement façonne l'identité autant que l'identité façonne le comportement. La personne qui agit constamment de manière qui bénéficie aux autres commence à se voir comme quelqu'un qui se soucie du bien-être des autres. La personne qui diffère constamment ses propres intérêts commence à trouver du sens dans l'avancement des intérêts partagés. L'acteur stratégique, qui commence par calculer comment paraître digne de confiance, finit souvent par devenir authentiquement digne de confiance. La personne qui commence par jouer la conformité finit souvent par croire authentiquement dans la valeur de la coopération. La personne qui sert initialement les autres instrumentalement finit souvent par servir les autres authentiquement. Cela n'invalide pas la stratégie, cela la perfectionne. La personne qui incarne authentiquement les qualités qu'elle a initialement jouées peut maintenir sa position indéfiniment parce qu'elle ne joue plus. Elle peut exercer l'influence sans culpabilité parce qu'elle a éliminé le conflit entre ses intérêts apparents et ses intérêts réels. Machiavel pourrait avoir anticipé ce résultat. Son insight le plus profond n'était pas que l'efficacité nécessite d'abandonner la moralité, mais que l'efficacité nécessite parfois l'abandon apparent de la moralité. La personne qui semble sacrifier ses intérêts pour les autres finit souvent par découvrir que servir les autres sert ses intérêts les plus profonds, plus efficacement que se servir directement. Le praticien ultime de « obéir en public, régner en privé » devient quelqu'un qui gouverne en servant authentiquement, qui dirige en suivant authentiquement, qui influence en autonomisant authentiquement les autres. Il accomplit tout ce que la stratégie promet, tout en transcendant ses limitations. À la fin, le truc le plus dangereux de Machiavel n'est pas d'enseigner aux gens à manipuler les autres, c'est de leur enseigner à se transformer dans le genre de personne que les autres veulent suivre. La personne qui maîtrise cette approche ne gagne pas seulement du pouvoir sur les autres, elle gagne du pouvoir sur elle-même. Elle n'apprend pas seulement à influencer les résultats, elle apprend à devenir quelqu'un digne d'influence. C'est pourquoi la stratégie a survécu pendant des siècles et continue de fonctionner malgré être largement connue. Ce n'est pas seulement une méthode pour gagner du pouvoir, c'est un chemin vers devenir le genre de personne qui mérite le pouvoir. Et cette distinction fait toute la différence entre manipulation et leadership, entre prendre avantage et créer un avantage, entre régner sur les autres et régner avec eux. La personne la plus dangereuse dans n'importe quelle pièce n'est pas celle qui sait comment contrôler les autres. C'est celle qui a appris à se contrôler si complètement que les autres choisissent de la suivre. C'est la leçon ultime de Machiavel, cachée en pleine vue pour quiconque assez sage pour la voir.